Bien, bonjour à tous, on va s'intéresser dans cette vidéo à la possibilité d'utiliser des modes de résolution un petit peu originaux sur les Amstrad CPC. Alors, comment on peut faire ça? Quand je dis faire ça, c'est avoir un écran qui a un ratio entre la largeur et la hauteur différent du standard, ou même, c'est ce qu'on va faire en fait ici, avoir des résolutions qui normalement ne sont pas accessibles à un Amstrad CPC. Pour faire ça, on va utiliser une technique d'overscan. Il y a plusieurs façons de faire des overscans. On va voir ça. Ici, on va utiliser une façon particulière qui va nous permettre d'avoir un écran de plus grande résolution en rognant en fait sur les bordures que j'ai ici affichées en noir. Alors, on va faire ça en CPM et en Turbo Pascal, mais vous verrez que les concepts qu'on évoque ici sont aussi utilisables ou réutilisables en environnement, pour partie en basique, même s'il y a des limitations quand même assez fortes sur ce qu'on peut faire en basique, ou en assembleur. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis tous les programmes que l'on va avoir sur le disque C. Ce que je vous propose, avant même de regarder comment ça marche, c'est ce que l'on peut faire avec ça, ce que ça donne en termes de résultats. J'ai créé, et c'est ce qu'on va analyser par la suite, un programme que j'ai appelé DSP, comme display, qui permet d'afficher des images en mode overscan. Par exemple, si je fais un DSP Corto, donc c'est une image que j'ai créée, je vais l'afficher, vous voyez qu'on a une résolution qui est bien meilleure, les bordures d'écran sont effacées, on est dans un espèce de full screen si je peux dire, qui permet d'avoir une résolution plus grande, hein. Ici on est en mode 1, on est en 384 par 272 avec 4 couleurs. Alors on est sur un CPC+, tout ce que je vais vous montrer fonctionne sur un CPC+, et le CPC+, permet de gérer 4096 couleurs, enfin une palette de 4096 couleurs. Vous voyez que le résultat est assez... Enfin j'aime bien, c'est pas mal. Pour générer ces images, j'ai utilisé le logiciel Convimage CPC, qui est excellent, qui gère très bien les modes 1, les modes 0, qui permet de gérer aussi des trames, qui permet aussi de gérer le mode 2, mais le mode 2 j'ai fait quelques tests, je le trouve pas forcément très intéressant. Le mode 1 est quand même beaucoup plus intéressant et le mode 0 aussi, on va le voir par la suite. Au passage, merci à Démoniac pour les informations qu'il m'a données et qui m'ont permis de créer ce petit logiciel. Alors, on va regarder quelques autres images. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle-là, par exemple. Vous voyez que c'est relativement spectaculaire, en tout cas pour un CPC ici. On est toujours en mode 1 et c'est des images que j'ai pas du tout retravaillées. J'ai juste passé un petit peu de temps avec Convimage CPC pour trouver les bons contrastes. C'est un logiciel qui est très paramétrable et bon, en général il faut passer un petit peu de temps pour obtenir un résultat valable, mais je l'ai absolument pas retravaillé les pixels à la main. Donc c'est bravo pour ce logiciel qui est très intéressant. J'en ai quelques autres ici que je vais vous montrer. Par exemple, DSP, celui-là. J'avoue que j'aime beaucoup le mode 1. C'est un mode qui me plaît assez sur l'Amstrad CPC, le CPC Plus en particulier. Il n'y a que 4 couleurs, mais en jouant sur les palettes de couleurs, on peut trouver des choses très sympas. Dans la disquette que je joindrai, je mettrai les crédits, hein, puisque les images sont sympas, mais ce qui est surtout sympa, c'est les créateurs qui ont généré les images d'origine. Moi, je les ai fait que les importer en utilisant Covimage CPC. On a aussi, par exemple, on peut aussi utiliser, oui, chez Avenger par exemple. Alors Avenger, vous allez voir, il y aura une petite surprise. Et oui, c'est pas l'Avenger moderne, c'est chapeau melon et bottes de cuir, donc qui s'appelle The Avengers dans en VO en fait. Donc ici, par contre, là, on est en mode 0 avec un dégradé de gris. Et on peut aussi faire des choses très sympas. Allez, je vais en montrer un dernier, un DSP Burn par exemple. Vous voyez là j'ai utilisé les possibilités de gérer des trames avec Convimage CPC. Ça permet d'avoir une image très douce et esthétiquement très réussie je trouve.
Alors, tout ça, ça a été développé en Pascal. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut faire ça, donc en Pascal, sous CTM, CPM, comment on peut gérer de l'overscan. On y va. Donc j'ai tout mis sur le disque C, on est sur un CPC qui est boosté, hein, vous voyez en bas, 380% de vitesse, le mode turbo, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça va beaucoup plus vite que sur un Amstrad physique. J'ai créé un petit programme, un squelette de programme qui s'appelle D1 ici. On va avancer par étapes. Techniquement, il va y avoir des passages petit peu compliqués, mais on est obligé d'aller un petit peu dans le détail pour comprendre comment on peut faire ça. Donc là, j'ai ce premier programme. Avant même de... On va juste regarder ce qu'il fait. Vous voyez, il est très simple. Il affiche Hello dans une fenêtre standard de l'Amstrad. En fait, ce qui se passe ici, c'est que l'accès au CRTC 6845, je le fais de cette façon-là en Pascal. En basique et en assembleur, on le ferait avec des instructions out, OUT. Ce serait en basique par exemple un out BC 00,1. En Pascal, la syntaxe est un petit peu différente. C'est une affectation au port BC00 de la valeur 1. Le 6845, il est doté de 18 registres qu'on peut modifier. Alors que font ces 18 registres? Vous trouverez sur le net pas mal d'informations très détaillées sur le sujet. Les sites, moi que j'aime bien, c'est le site de Quasar parce que je trouve qu'esthétiquement déjà il est très sympa. Et on est aussi dans, comment dire, bon, ça reprend beaucoup d'articles qui avaient été faits dans les années, j'imagine 80, 90, quelque chose comme ça. Et on retrouve un peu les textes et l'ambiance de l'époque, c'est assez sympa. Sur le site CPC Roulez, vous trouverez aussi beaucoup d'articles qui parlent du 6845 et de la description précise de ces 18 registres. Ici, pour ce qui nous intéresse, on va utiliser 4 registres, le 1, le 2, le 6 et le 7. Donc comment ça fonctionne en fait? La première ligne ici, la première commande, porte BC00 égale 1, veut dire que je souhaite modifier la valeur du registre 1. Et ensuite, à l'adresse BD00, je lui donne la nouvelle valeur du registre. Idem, hein, ici 2, je vais modifier, je vais mettre 46 dans le registre 2, ici 25 dans le registre 6, etc. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, le registre 1 contient la largeur de l'écran. Par défaut, c'est 40, donc on fonctionne dans une logique un petit peu on va dire de caractères. 40, pour vous donner une idée, c'est le nombre de caractères possibles sur une ligne en mode 1. Ayez ça en tête, ça vous permet de voir ce qui va se passer quand on change les valeurs. Imaginons ici que je dise je passe à 42. J'exécute, vous allez voir ce qui se passe. Et oui, vous voyez que la marge droite est réduite. J'affiche plus de caractères par ligne en fait. Donc je suis passé, si j'étais en mode 1, de 40 à 42 caractères. En mode 2, je multiplie par 2, hein, puisque la résolution est 2 fois plus grande. La deuxième valeur ici, qui est dans le registre 2, modifie en fait la marge gauche. Plus je mets une valeur forte, plus mon écran va être décalé vers la gauche. Alors, vous voyez, quand on fait ça, il y a Hello qui s'affiche en haut, comme tout à l'heure, c'est normal, mais il se raffiche aussi en bas. Et je vais y revenir après. Ici, sur le registre 6, on a la valeur 25, il n'y a pas de secret, ça correspond au nombre de lignes de caractères d'un Amstrad CPC. Si ici je mets par exemple 28, je l'exécute, vous voyez que ma barre basse a quasiment disparu. Mon écran est plus grand. Et si je change, je mets une valeur par exemple ici à 32, ça va me faire monter ma marge haute. Vous voyez qu'on a un écran qui est beaucoup plus grand. Si on veut être en ce que je pourrais appeler du full screen en fait, j'ai mis les valeurs en commentaire, je peux passer ici à 48, ici à 50 en valeur maximale,
ici à 34 et là je vais remettre 34. Alors je peux mettre des valeurs plus grandes, hein, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que si je mets des valeurs trop grandes, ça ne pourra pas s'afficher dans l'écran. Il faut d'ailleurs être vigilant sur les anciens écrans à tube cathodique, les moniteurs qui étaient vendus en même temps que les Amstrad CPC. Les valeurs que je mets ici sont les valeurs maximales pour qu'on arrive à voir encore à peu près tout ce qui va s'afficher sur l'écran. Je lance ça. Vous voyez qu'ici, bon, j'ai une petite marge en haut, mais je suis en full screen. Alors, par contre, on le voit très bien ici, Hello s'affiche deux fois. Je l'ai une fois en haut et j'ai un deuxième bloc d'Hello qui s'affiche en bas. Pourquoi ça fait ça? En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai modifié l'affichage sur l'écran, qui est beaucoup plus grand que l'affichage standard. Par contre, je travaille toujours sur 16 kilooctets de mémoire vidéo. Et la mémoire vidéo, elle fonctionne d'une manière, comment on pourrait dire, cyclique, c'est-à-dire que l'affichage va se faire à partir d'un endroit dans ma mémoire vidéo. Je ne vais pas compliquer, mais il y a des questions d'offset. Ça va se faire à partir de cet endroit-là. Et ça va boucler en fait sur les 16K. C'est-à-dire que si j'arrive en bas des 16K, je vais remonter au début de mon bloc de 16K, etc. Donc tout ça explique que je vois une partie de l'affichage en double, puisque ma mémoire vidéo est plus petite que toute la quantité d'informations que j'affiche ici. Donc en tout cas, on peut retenir ça. Vous voyez qu'ici, en fait, là, je ne vais pas montrer, mais cette partie-là, c'est ce qui permet de revenir à un affichage normal. Alors, on a résolu là une partie du problème, mais qu'une partie, et sans doute pas la plus compliquée. Parce que là, on voit bien qu'on a une difficulté, on affiche un écran dont la mémoire devrait être plus grande que 16 kilooctets, or la mémoire vidéo de l'Amstrad n'est que de 16 kilooctets par défaut. Donc comment faire pour dépasser cette limite? C'est la partie, je trouve, la plus subtile de la présentation là. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, bon, ça on le sait tous, les 6128 disposent de 128 kilooctets de RAM. Le Z80, c'est un processeur 8 bits, il ne peut adresser à un instant T que 64 kilooctets. Donc le Z80, il est absolument incapable de gérer, d'adresser sans, comment dire, sans switch de banque mémoire les 128 kilooctets dont est doté le CPC 6128. Pour arriver à gérer cette mémoire qui est plus grande que ce que peut gérer le processeur, le CPC permet de gérer 8 configurations de mémoire que vous trouverez dans les guides du firmware ou vous trouverez ça dans beaucoup d'articles en ligne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CPC gère sa mémoire par bloc de 16 kilooctets. Donc en configurant ces blocs de 16 kilooctets d'une certaine façon, je vais pouvoir accéder à la totalité de 128 kilooctets, mais je n'aurai pas accès à un instant donné à la totalité des blocs. Malheureusement, en plus, on ne peut pas configurer tous ces blocs comme on veut. Il y a un certain nombre de contraintes, puisque le CPC ne permet que de gérer 8 configurations mémoire. L'autre contrainte, c'est que le CPM, lui, il utilise des configurations mémoire spécifiques. C'est les configurations 1, 2 et 3, qui font partie des 8 possibles, qui sont en fait très peu utilisées, et peut-être même très peu utilisables en dehors du CPM. Donc les 3 configurations mémoire que gère le CPM sont celles que j'ai mises ici, et les 5 autres sont celles qu'utilise le basique, par exemple, ou des programmes en langage machine, enfin, bien que des programmes en langage machine peuvent aussi utiliser ce type de configuration mémoire. Donc en CPM, comment ça fonctionne en fait? J'ai 3 configurations mémoire possibles. La configuration 1 qui est ici, alors vous verrez pourquoi j'ai mis le 1 là entre parenthèses. Celle-là, c'est celle qui est utilisée par le BDOS, par le BIOS du CPM, et également par tout ce qui est firmware en fait, les possibilités d'accéder au firmware. Euh, tout passe par là.
La deuxième configuration mémoire, c'est ce qu'on appelle le TPA en CPM. C'est là-dedans que tournent par exemple les programmes que l'on crée en Turbo Pascal. Donc on a un peu plus de 60 kilooctets qui est accessible de façon transparente pour l'utilisateur pour écrire ses programmes. C'est une bonne configuration mémoire. Et il y a une troisième configuration qui est utilisée par le CPM, mais on va voir qu'on peut forcer un peu on peut se l'approprier, moyennant quelques contraintes. Donc cette configuration mémoire 3, en fait, elle est gérée par le loader du CPM et par des buffers disques. Donc je le note comme ça. Et on va voir qu'on peut l'utiliser. L'autre contrainte qu'on a, c'est que la RAM vidéo ne peut être utilisée que dans les blocs CSK 0, 1, 2 ou 3. Donc si je suis en CPM, ce qui est le cas dans la présentation que je vais faire, on a deux blocs vidéo qui sont potentiellement accessibles, c'est le 1 que je vois ici et le 3, qui sont tous les deux à l'adresse 4000, mais on verra que pour un CPC+, c'est pas vraiment un problème. Donc voilà le mode de fonctionnement. Euh, Partant de là, donc on a une partie de la résolution du problème qui suit. Je vais, je vais changer, bon, on va faire différemment. Je vais changer ici un certain nombre de choses. Euh, pour pouvoir utiliser à la fois le bloc mémoire vidéo 1 et le bloc mémoire vidéo 3, le choix que j'ai fait, hein, puisque je possède un abstrat CPC+, c'est d'utiliser les fonctionnalités de l'ASIC. Le CPC+, est doté d'un ASIC. On va aller voir ça dans l'unité ASIC qui est ici. L'ASIC du CPC+, permet de gérer les palettes de 4096 couleurs, permet de gérer les sprites hardware, on va y revenir après, et permet aussi tout un tas d'autres choses, c'est assez puissant. Il utilise la plage mémoire qui est entre l'adresse exa 4000 et l'adresse exa 8000. Alors, on retombe toujours sur nos problématiques de plage adressable par le Z80. Ce qui veut dire que l'ASIC utilise une plage mémoire qui est elle-même utilisée par la RAM, donc ça demande une petite gymnastique pour pas qu'il y ait de confusion, être certain qu'on écrit dans l'ASIC quand on veut écrire dans l'ASIC, qu'on n'écrit pas dans la RAM du programme. Et idem, je ne pourrais pas basculer pour écrire dans l'ASIC si mon programme tourne entre 4000 et 8000. Donc voilà, il faut être vigilant là-dessus, mais c'est tout à fait utilisable. Dans l'ASIC du CPC+, il y a un certain nombre de commandes, hein. Vous voyez que cette unité, essentiellement, elle décrit la mémoire de l'ASIC. Et il y a deux zones mémoire intéressantes. Celle que j'ai appelée le split line ici, et split address qui est là. Split line, donc c'est un octet hein, qui se trouve à l'adresse 6801. Et ensuite, j'ai un word à l'adresse 6802 qui contient l'adresse de split address. Alors, à quoi ça sert ça? En fait, l'ASIC du CPC+, permet de changer la mémoire d'écran à une ligne que j'ai définie dans Splitline ici. C'est-à-dire que je peux avoir une partie de mon écran qui adresse une partie de la mémoire vidéo et l'autre partie de l'écran qui adresse une autre mémoire vidéo. C'est des choses qu'on peut faire en CPC traditionnel mais qui sont assez compliquées. Là, avec le CPC+, c'est hyper facile, vous allez voir. Donc ça me permet effectivement de mixer en un écran, en fait deux écrans qui, qui ont, comment dire, qui ont leur propre vie, si je puis dire. Là, avec ces commandes Splitline, j'arrive à les afficher à l'adresse que je veux, euh, à partir de la rupture que je veux à la ligne vidéo que j'ai définie. Donc ici, c'est ce code-là. Alors, je vais retourner dans D1 ici. Vous allez voir que c'est très simple. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui dire, on va le faire par exemple ici, je vais faire un set
split line, je vais changer par exemple à la ligne 120 en commençant par le haut. Je vais lui dire qu'à partir de la ligne 120, je veux basculer sur un autre bloc de 16 kilooctets de mémoire vidéo. Donc on le fait par un set split address, et on va lui dire, on va commencer très simplement, on va lui dire que la mémoire vidéo que je souhaite utiliser, pour le moment, c'est la même en fait, c'est la mémoire vidéo habituelle. Ça pose pas problème, je peux le faire comme ça. Ce qui va se passer, c'est que mon écran, à la ligne 120, il va être rebasculé, si je puis dire, vers un autre bloc de 16K. Là, en l'occurrence, pour commencer, on va dire que c'est le même. Ici, pour pouvoir utiliser ça, il faut que je précise là que j'ai besoin d'utiliser mon unité, ma bibliothèque, enfin je les appelle comme ça, mais en fait c'est des includes, hein, c'est tout le code va être compilé à cet endroit-là. Donc je vais compiler enfin je vais ici lui dire que je veux utiliser la ZIC. Dès que j'utilise la ZIC, ce qui est important, sinon c'est un plantage assuré, il faut que je déloque la ZIC, donc ça se fait avec cette commande-là, enfin la commande que j'ai créée. Bon, c'est un choix curieux qu'avait fait à l'époque. La ZIC, il n'est pas accessible nativement sur un abstrat de CPC+, on est obligé d'utiliser une petite séquence de commandes pour le débloquer, ce qui est obligatoire, ce qu'il faut faire en début de programme. Si on ne le fait pas, ça va planter à coup sûr. Donc là, je réaffiche à partir de la ligne 120 mon nouvel écran, qui en fait va être le même dans cette première version. Et ce qu'on va faire ici à la fin pour que ça reste gérable, on va supprimer ce split d'écran. On le fait comme ça, en fait, on lui indique une adresse qui est à 0. On l'exécute. Alors, vous voyez qu'ici, effectivement, j'ai deux écrans qui sont similaires, qui s'affichent. Vous voyez quand même qu'il y a une différence, c'est que la partie bas et l'eau, il manque visiblement une ligne de pixels. Pour que ce soit plus visible, je vais faire ma rupture d'écran plus tard, je vais la faire en 122 par exemple. Si je l'exécute, bah oui, vous voyez que il me manque plus de texte en fait dans la deuxième partie, puisque je suis vraiment sur une rupture hein, à la ligne près, au pixel près. Voilà toute cette partie-là. Alors bon, ça c'est intéressant, mais avec ça, la partie basse de l'écran, ou toute une partie de l'écran, sera la même que la partie haute, c'est moyennement quand même intéressant. D'ailleurs ici, on va essayer un truc, si je vais mettre une petite valeur, je vais mettre 20, je fais comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Et ce qu'on va faire ici, on va tout à la fin ici, on va mettre en commentaire cette partie-là qui ne va pas s'exécuter. Vous allez voir ce que ça fait. Donc j'exécute, là ça change rien, je vais retourner au Turbo Pascal, et si je défile, vous voyez que mon affichage fait un petit peu n'importe quoi parce que j'ai une duplication, sans entrer dans les détails, il y a aussi l'offset, c'est pour ça que mes choses sont décalées. En fait, tout ce qui est euh, scrolling va déconner quoi. Par contre, si on le place au bon endroit, ce que j'ai pas fait là, on peut avoir un écran du bas qui est la réplique exacte de l'écran du haut pour faire des petites animations amusantes. Alors, je vais essayer de le changer. Je me suis lancé dans un truc un peu compliqué là. Euh, alors, comme tout est cafouillé, je vais, voilà, je vais enlever mes commentaires, c'est un peu chaud. Ici et là, je sauvegarde, je l'exécute, et là je vais revenir à un affichage qui est normal. Vous voyez que l'affichage est perturbé, mais le fonctionnement est tout à fait correct. Maintenant, tout ça c'est bien beau, mais ça répond pas encore au problème. Donc ce qu'il faudrait, c'est que la deuxième partie de mon écran parte dans une mémoire vidéo différente. Ce qu'on va faire ici, on va lui dire d'aller dans le bloc mémoire 3. Si j'exécute, vous voyez ce qui se passe. Alors comme j'ai modifié, j'ai mis une toute petite partie de la vidéo dans le premier bloc mémoire. C'est essentiellement le contenu de la seconde partie qui s'affiche. Donc je vais faire quelque chose de plus
on va se positionner plutôt vers un petit peu plus que le milieu, je vais le faire comme ça. Voilà. On a bien là, on affiche sur l'écran presque 32 kilooctets de RAM vidéo, ou moins, parce qu'il y a une partie qui ne s'affiche pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Sur la partie basse, on n'a jamais initialisé aucune image dans cette banque de mémoire, enfin le bloc 3 de la mémoire. Donc forcément, j'ai un affichage un petit peu aléatoire. En fait, ce bloc 3, on va le voir, il est utilisé par le CPM. On revient ici. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'approprier le bloc 3, hein. C'est-à-dire qu'ici, voilà, je le relance. Si j'arrive à afficher dans le bloc du bas exactement ce que je veux, et dans le bloc du haut aujourd'hui, j'ai réglé mon problème d'overscan. Comment on peut faire ça? Alors, ce qu'on va faire, on va regarder le programme, on n'est pas loin de la solution déjà. On va regarder le programme DSP. DSP, donc c'est le programme qui permettait d'afficher des overscans. Vous voyez il est très court, hein. Je dis que j'utilise la ZIC, le CRT, j'ai changé un peu l'organisation de mes unités. Faudra que je repousse ça sur le site de CPC Roulez, la nouvelle version. Donc CRT gère les modes, etc. Même permet de gérer les transferts de données entre banques mémoire. Et UOverscreen, on va voir. Comment j'affiche, hein, ce programme-là, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure pour afficher les overscans. Je déloque la ZIC comme toujours. J'ai une commande qui s'appelle Display Overscan ici. J'attends d'appuyer sur une touche et ici, on va voir à quoi sert cette commande-là. Si je force un petit peu les choses, je vais lui dire que je veux afficher mer plutôt que... Ah oui, ça je vous ai pas expliqué, mais en Turbo Pascal, on peut très facilement récupérer des paramètres que l'on tape dans la ligne de commande du CPM. Bon, dans la vidéo, vous pourrez retourner en arrière et vous verrez qu'à un moment, je récupère param str de 1, si ma mémoire est bonne. C'est le premier paramètre que je passe dans ma ligne de commande. Je pourrais récupérer param str de 2, param str de 3, etc. Il y a juste une limitation de mémoire à 128 caractères de tous les paramètres que je peux passer. Et j'ai une instruction param count, si je me souviens bien, qui permet de savoir combien de paramètres je passe dans ma ligne de commande. Ce qui veut dire qu'avec ça, en fait, je pourrais faire assez facilement un petit diaporama en overscan sans rien développer, hein, en mettant juste modifiant un petit peu le programme ici quand même, mais en modifiant, enfin, en faisant un DSP mer, Corto, Bardo, etc. Et que je gère ça en fonction avec une boucle qui gère le nombre de paramètres que je passe. Si je lance ça, alors par contre, il faut absolument que je compile en COM, sinon j'aurai pas assez de mémoire. Alors il me demande de le sauvegarder, je vais dire non. Vous voyez, bon, je l'affiche, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je reviens ici. Donc, vous voyez que l'utilisation en est très simple. Maintenant, on va aller voir comment fonctionne cette commande DSP Overscan, qui est dans l'unité ici U Overscan. Donc on va ouvrir cette unité U Overscan qui est là. Donc il me l'a chargé. Alors, comment elle marche cette unité, enfin cette include? Bon, là c'est les choses toutes bêtes. J'ai besoin d'un format texte particulier pour passer le nom du fichier. Je crée un tableau de 16 kilooctets qui correspond à un écran standard. Et ça c'est la syntaxe de Turbo Pascal pour créer un pointeur en fait, un type de pointeur qui va faire ce tableau. On a deux façons de faire en fait. Une première façon, qui est la plus simple, qui est celle-là, que j'ai appelée DSP OVR SCN 000, qui va en fait me permettre d'afficher des images overscan, mais en utilisant d'une manière un petit peu brutale le bloc mémoire numéro 3. Comme je vous l'ai évoqué précédemment, le bloc mémoire numéro 3, il est utilisé par le CPM. En cherchant un petit peu, parce que ce n'était pas du tout documenté, je me suis rendu compte que ça gérait le loader, c'est-à-dire que ça gère la partie ligne de commande du CPM. Donc si je l'efface, ben, je n'ai plus accès à cette ligne commande, et ça gère aussi des buffers d'accès au disque dur.
Donc la première façon de faire, c'est qu'on va s'approprier ces 16 kilooctets de la enfin, du bloc mémoire numéro 3. On va le faire un petit peu sauvagement, si je puis dire. Ça veut dire que ça va marcher très bien, il n'y a pas de souci. Mais une fois que je me serai approprié cet espace disque, je ne pourrai pas revenir au CPM proprement. Donc le programme va se terminer par un reboot en fait. Et je ne pourrai plus utiliser les accès disques, enfin lire des fichiers sur disquette, etc. Bon, dans certains cas, ça peut ne pas être gênant. Et l'intérêt de cette méthode, c'est que ça laisse libre les 60 kilooctets de la TPA, donc j'ai aucune diminution de l'espace disponible pour travailler. Donc comment ça fonctionne? Bon, je crée un nouvel écran, un new c'est la commande en Pascal qui permet de qui permet de gérer de la mémoire dynamique. Donc new pointer screen, il va me créer un pointer screen. Ce pointer screen, il va pointer en fait vers 16 kilooctets dynamiquement qui sont dans la mémoire. Et si on va à la fin, vous verrez qu'à la fin, ça se termine toujours par un dispose pointer screen. C'est la commande, on va dire inverse. C'est ce qui va, pardon, c'est ce qui va libérer les 16 kilooctets de mémoire que j'avais précédemment réservé. Donc ça, c'est pour un petit compilateur comme le Turbo Pascal, je trouve que c'est assez bluffant. Et ça marche très bien, il se débrouille tout seul pour trouver les 16K ou les 8K ou les 256 octets disponibles et gérer ces pointeurs. Ici, ça c'est les commandes pour ouvrir un fichier en Pascal. Donc j'ouvre un fichier de type binaire, reset, ça veut dire que je me mets au début du fichier. Et ensuite, je peux, dans mes fichiers binaires en Pascal, lire par tranche de 128 octets la mémoire. Donc je saute les 128 premiers octets, ça se fait avec l'instruction seek. En fait, l'instruction seek me permet de me placer sur le bloc de 128 octets qui m'intéresse. Donc si je mettais 2, je serais sur 256. Je peux me positionner sur, enfin, positionner sur le premier kilooctet. Je peux même revenir en arrière, je pense. Je n'ai pas testé, mais ça doit être possible. Ensuite, je lis la première partie de l'image. Donc j'utilise des formats d'images tels que générés par le logiciel Convimage CPC. Donc j'ai utilisé les informations que Démoniac m'a données et ce qui était en ligne et ça fonctionne très bien. Donc je lis cette première partie d'image. Là j'ai juste un test, vous savez qu'on peut passer dans la commande true ou false, enfin vrai ou faux, et je peux lui dire que j'utilise quelque chose qui a été généré par Convimage CPC, ce qui me permet de lire le mode d'écran et la palette utilisée qui est stockée dans l'image à partir de l'adresse 600. Donc ça me permet de retrouver automatiquement le bon mode d'écran. Là je suis sur un CPC+, donc j'utilise une palette de 4096 couleurs. C'est ce que je fais ici, c'est la ZIC qui gère ça. Et là, je lis les 16 valeurs de ma palette qui sont stockées sur 2 octets, ce qui veut dire que toute cette partie-là ne marchera pas sur un CPC qui n'est pas un CPC+. Ensuite, c'est ce qu'on a vu précédemment, je supprime mes bordures, en fait je suis en mode full screen, je gère mon set spline line, l'adresse que je mets sur l'adresse du bloc vidéo 3. Je copie alors ça c'est des instructions du CPM, ça permet de copier ce qui est dans une banque mémoire vers une autre banque mémoire. Donc ce qui est dans la TPA, je vais le copier dans la banque 0 qui est la banque qui contient l'écran vidéo standard en CPM. Je lis ici la deuxième partie de l'écran. Bon, je ferme mon fichier, j'en ai plus besoin. Et je copie cette deuxième partie d'écran à l'adresse qui va bien. Donc tout est l'adresse 4000, on l'a vu précédemment. Les 126 x 128 octets. Le 126, il est une petite anomalie là d'ailleurs. Ça devrait être... Oui, ici c'est 126. Je ne sais pas pourquoi il y a 124. Mais de toute façon, quand vous essayez de lire, il va essayer de remplir la totalité de la variable qui est là. Donc ici... Ah non, je dis des bêtises. Copy bank. Ici, c'est la première partie de l'image, donc c'est bien 124. C'est bon.
Et 126, c'est ici, c'est la deuxième partie de l'image dans l'autre banque mémoire. Donc parfait, les 124 ici, les 124 x 128 octets, on les lit précédemment, on les lit ici. Voilà. Et je libère ma mémoire vidéo qui était dans la TPA, ce qui fait que je retrouve mes 60 kilooctets disponibles pour mon programme, évidemment, moins la taille du programme que j'ai chargé. Bah là, écoutez, on a vu l'essentiel. Ça marche très bien. Je l'ai testé. La seule difficulté, c'est que une fois que vous avez fait ça, vous pouvez plus ouvrir de fichiers, vous pouvez plus utiliser la disquette, et il faut absolument terminer le programme par un reboot. Ce qu'utilise DSP, c'est cette deuxième façon de faire qui est un petit peu plus subtile, mais qui est grosso modo quand même la même. Alors il y a un petit inconvénient, c'est qu'elle nécessite 32 kilooctets provisoires. On devrait pouvoir réduire à 16 de la même façon que dans la première version. Là, on doit pouvoir réduire 0. Il faut juste que j'arrive à pouvoir charger des blocs mémoire directement dans les banques mémoire qui ne sont pas celles de la TPA. Ce que permet le CPM, mais bon, j'ai juste fait un petit test, j'ai pas réussi, il y a quelque chose qui a dû m'échapper. Ça plante systématiquement, donc il y a quelque chose qu'il faut que je revoie là-dessus. Donc là, si vous regardez, c'est exactement la même chose, sauf que j'utilise deux pointeurs vers deux zones mémoire. Et la petite subtilité, pour que tout ça fonctionne correctement, donc tout ça est à peu près pareil. Ce qui change, c'est ici en fait. C'est qu'à un moment, avant de mettre l'image vidéo du bas de l'écran dans le bloc mémoire 3, je vais sauvegarder dans la TPA ce que contient ce fameux bloc mémoire 3 pour le restaurer le moment venu. En faisant comme ça, tous les tests que j'ai faits montrent que ça fonctionne très bien. La seule chose, c'est qu'évidemment, pour utiliser le disque et sortir proprement, revenir au CPM proprement, il va falloir qu'à un moment je restaure ce que j'ai stocké provisoirement en TPA. C'est ce qui se fait ici avec cette commande là qu'on a vu dans la commande DSP, le Recover Standard Screen, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu ça dans les trois dernières lignes dans le premier exemple que j'avais appelé D1, mais avant je vais recopier la sauvegarde que j'avais faite de mon bloc mémoire 3 en TPA, je vais le remettre au bon endroit ici. Ça veut dire que quand j'arrive là, j'ai quitté le mode overscreen et je retrouve un mode de fonctionnement du CPM qui est normal. Bah voilà, écoutez, on a tout vu et je ne vais pas le sauvegarder, ce qui permet de, si je rouvre mon Corto, on a vu tout ce qui permet de faire ça. Vous voyez que c'est bon, un peu subtil, mais c'est pas non plus très compliqué. Dernière chose, il y a aussi quelque chose qui est très sympa. Je pensais que c'était pas possible, mais en fait ça ne pose aucun problème. Je vais relancer le Turbo Pascal et je vais ouvrir un fichier que j'ai appelé D3 si je ne me trompe pas. On va voir ici qu'on peut mixer très facilement en fait de l'overscan et l'utilisation des sprites hardware. Donc on est sur un, comme on le disait, hein, sur un CPC+. Donc là j'utilise, vous voyez quand même un petit peu plus de bibliothèques, hein. UASIC pour gérer l'ASIC, USprite c'est pour gérer les sprites, UCRT les modes 0, 1, etc. Mémoire, c'est ce qui me permet c'est une toute petite unité qui permet de transférer des blocs mémoire entre les différentes banques qu'utilise le CPM. Overscreen, on l'a vu, et keyboard, c'est juste pour gérer le clavier. Je déloque l'ASIC, je load un sprite, vous allez voir ce que c'est. Je passe en mode overscan, je déplace mon sprite hardware, je mets le zoom qui va bien en X et en Y que je veux, et ici je gère le joystick, hein. Cette gestion là se fait dans l'unité keyboard qu'on a vu ici. Je vais lancer ça, donc il faut absolument pareil que je le compile sur un fichier. Je vais le lancer. Normalement, file not found, qu'est-ce qui me manque?
Alors, en général, quand il fait ça, ah, c'est peut-être le keyboard qui me manque. Je vais quitter. Comme je me suis mis sur le disque C, j'ai oublié de copier, ce qui doit être sur le disque B, j'imagine. Oui, il est là. Bon, ça va nous permettre de voir comment on copie en CPM des fichiers. Donc la commande, tous mes commandes CPM sont sur la disquette A. Donc je fais A de point pipe, c'est l'équivalent MS-DOS d'un copy. Je vais lui dire que je veux mettre sur C, C de point est égal à B de point keyboard. Donc je peux mettre UK étoile.pass par exemple. Pardon, j'ai un petit peu enrhumé. Voilà, il m'a copié sur le disque C le fichier qui me manquait. Je relance le Turbo Pascal. Donc mon fichier sur lequel je veux travailler, c'est le D3. Voilà, je vais lui dire que je vais compiler sur disque. Je vais essayer de compiler sans l'exécuter. Voilà, ça marche. Je l'exécute. Ah, j'ai encore un autre problème. Edit. Ah, bah oui, j'ai oublié. Alors, quand on charge des fichiers, on a moyen de gérer les erreurs. Là, je ne les gère pas. Donc, ça me fait une erreur comme ça. J'ai également oublié de mettre sur mon disque C le fichier sprite. Donc, idem, hein, je vais sur, pardon, hop, je vais sur A2 points, je récupère le fichier qui va bien et je veux mettre sur C2 points. C'est la différence avec la commande copie, c'est toujours la destination qui est avant la source. B2 points, je vais prendre tous les sprites, je dois pas en avoir beaucoup. Voilà, bah, c'est le skull.sprite qui est cette fois-ci. J'espère que ça va être bon. Je relance mon Turbo Pascal, je recharge mon fichier qui s'appelle D3. Je veux compiler voilà, je le lance directement, n'a pas peur. Voilà, et vous voyez qu'en beau milieu de l'écran, là, j'ai mon sprite qui est affiché. Alors, comme je suis en mode accéléré et qu'en plus je fais pas grand chose, les sprites hardware sont très rapides, j'arrive pas à le gérer correctement, donc je vais passer une vitesse 100% normale. Je vais enlever le mode turbo, ça va continuer à être très rapide, mais je me déplace ici hein, dans tous les sens au pixel près. Hein. Et là, j'appuie vraiment très doucement sur les touches pour que ça n'aille pas trop vite. Mais vous voyez que je peux gérer en fait mes sprites hardware sur la totalité de mon écran. Donc il y a moyen de faire des choses très, très sympathiques. L'overscan, pardon, il a quand même un petit inconvénient, c'est que toutes les routines d'utilisation des graphiques, tracés de lignes, tracés de points, toutes les routines firmware ne fonctionneront pas correctement. Ça va pas planter, mais simplement ça va afficher un petit peu n'importe quoi, parce que le firmware, lui, considère qu'une ligne fait 80 octets de large, alors que nous, là, en overscreen, une ligne telle qu'on l'a paramétrée là fait 96, si je me trompe pas, octets de large. Donc le firmware va se planter complètement quand on va lui dire d'afficher un point, un pixel à tel ou tel endroit. Donc c'est bon, c'est embêtant, mais il suffit de reprogrammer toute cette partie-là. Donc on peut, vous voyez, quand même sympa, on peut gérer les 16 sprites hardware. J'imagine aussi, je n'ai pas testé, mais qu'on peut gérer le scrolling, etc. Faudrait voir. Bon, bah écoutez, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé. Bonne journée à tous et à bientôt.